Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de la revue de presse grand format, près de 60 minutes pour décrypter et analyser les sujets les plus pertinents de l'actualité nationale et internationale de la semaine, du lundi 6 au vendredi 10 avril 2026. Nos invités sont déjà sur ce plateau pour nous accompagner pour cette émission. J'ai le plaisir de vous présenter Chifol Idriss Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain PCA de l'AIPAC, qui est l'Alliance ivoirienne pour les actions coordonnées. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons aussi le plaisir de recevoir sur ce plateau Kofo Jean-Hubert. Bonsoir. Bonsoir Khalil. Vous êtes journaliste au service politique de l'intelligence d'Abidjan. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors messieurs, ce soir, trois grandes articulations au cœur du débat. Gouvernement Mambé 2, la publication du décret d'attribution relance le débat sur la succession du président Alassane Ouattara. Téné Birahima Ouattara est-il en train de s'imposer comme le successeur naturel? Nous aurons l'occasion de vous poser cette question dans cette émission. 80 ans du PDCI RDA, entre célébration historique et interrogation stratégique, le parti de Tidjane Thiam peut-il redevenir une force de conquête? Et puis le PPACI Awa Domelo et ses proches face au conseil de discipline du parti. Simple rappel à l'ordre aux fractures internes profondes. Le parti de Laurent Gbagbo est-il à l'épreuve de sa propre cohésion? Trois sujets majeurs, trois débats et des lectures croisées à partir des unes de la presse nationale. Restez avec nous, le décryptage commence juste après ceci. Depuis le 2 avril 2026, la publication du décret d'attribution des membres du gouvernement Mambé 2 a redistribué les cartes au sommet de l'État, mais au-delà de la simple répartition des portefeuilles, une question s'impose désormais dans le débat public, celle de la succession du président de la République Alassane Ouattara à l'horizon 2030. Et dans ce jeu de positionnement, un nom revient avec insistance, celui de Téné Birahima Ouattara. Le journal Le Quotidien d'Abidjan n'y va pas par quatre chemins. À sa une du mercredi 8 avril 2026, il titre ceci: Présidence ivoirienne, comme on peut le voir à l'écran. Présidence ivoirienne, comment Ouattara manœuvre pour imposer son frère cadet. Alors, Kofo et Jean-Hubert, on va ouvrir cette première partie avec vous. Alors, est-ce que nous sommes face à une stratégie délibérée de préparation de l'après-Ouattara? En tout cas, merci Khalil. Je pense que sur ce sujet-là, moi, je n'aime pas trop vite aller en besogne. Voilà, je me dis que aujourd'hui, c'est vrai. Je comprends ceux qui pensent que c'est le cas, parce que c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on nomme un vice-premier ministre. Ce poste-là n'a jamais existé. C'est la première fois que ça existe. Et bizarrement, la première personne qui a été nommée à ce poste-là, c'est Téné Birahima Ouattara, qui savait être le frère cadet du chef de l'État. Mais moi, je dis que normalement, Téné Birahima Ouattara est un cadre de RDP. Si d'aventure il devait être celui qui allait succéder au président Alassane Ouattara à la tête du pouvoir, je me dis que c'est au sein du RDP que ça se décide. Et dans le cadre du RDP, c'est vrai que le fait qu'il est nommé vice-premier ministre, il monte quand même en grade au sein du parti. Mais je n'ai pas encore entendu dans les couloirs du RDP des décisions selon lesquelles Téné Birahima Ouattara serait effectivement le candidat. Pour 2030, c'est encore loin. Je pense qu'on va un peu trop vite en besogne. En même temps, c'est vrai que le fait qu'il est rapidement positionné comme vice-premier ministre, avec tout ce qu'on a eu comme prérogative, ça peut vouloir dire ça. Mais moi, j'y vais vraiment avec des pincettes.
Alors, je vois Idriss, quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce que, au regard de ce titre évoqué par notre confrère du quotidien d'Abidjan, quand il l'a dit, présidence ivoirienne, comment Ouattara manœuvre pour imposer son frère cadet? Est-ce que nous sommes face à une stratégie délibérée de préparation de l'après-Ouattara? Eh bien, moi, je pense que il faut finalement se prendre d'admiration pour le ministre Téné Birahima Ouattara. Parce que finalement, victime de son lien de parenté avec le président de la République, si bien qu'on a fini par oblitérer certainement ses compétences ou même son parcours, que ce soit politique ou professionnel. Je pense que très certainement, le lien de parenté d'une personne ne devrait pas être le baromètre d'accession à un certain nombre de postes. Voilà. À partir du moment où la personne présente les critères nécessaires, remplit les conditions nécessaires de compétences, elle peut valablement faire valoir ses compétences au poste qu'il convient. Maintenant, c'est normal parce que c'est le frère cadet du président de la République, mais il ne faut pas oblitérer également le fait que le ministre Téné Birahima Ouattara a occupé des fonctions qui revêtent également de la souveraineté nationale, d'autant plus que depuis 2012, il a été le ministre chargé des affaires présidentielles. Après ça, il a été au ministère de l'Intérieur, je pense bien après, ministère de la Défense, mais bien avant même d'entrer au gouvernement. Il ne faut pas oublier également le fait que Téné Birahima Ouattara a accompagné son frère durant toutes ces années de braise politique et que depuis 1994, il est sur la scène politique, il a fait ses preuves. Donc à partir de ce moment, le président de la République investi des prérogatives données par le peuple ivoirien, estime à un moment donné que cette personne peut faire valoir ses compétences et un poste, pourquoi devrait-on s'appesantir sur les liens de parenté? Je pense très certainement et très honnêtement que les liens de parenté d'une personne ne devraient pas la disqualifier d'un poste. Alors, juste pour préciser, Téné Birahima n'a pas été ministre de l'Intérieur. D'accord. Voilà, c'est juste pour faire cette précision. Sauf erreur de ma part. Voilà, le même jour, c'est-à-dire le mercredi 8 avril, Kofo, on a notre confrère de Notre Voix qui a posé une question tout aussi frontale à ce sujet. On va le voir avec le concours de la régie qui va nous permettre de voir à l'écran. Succession à la tête de l'État, Ouattara va-t-il oser passer le pouvoir à son frère? Et puis le journal évoque en sous-titre les raisons de la peur. Alors Kofo, de quelle peur parle-t-on exactement? Non, écoutez, moi d'abord je pense que c'est vrai qu'au départ, là dans ma première prise de parole, c'est vrai que j'ai essayé d'un peu nuancer l'affaire, mais je pense quand même qu'il y a quand même certains pas qui sont posés et qui naturellement, franchement il faut le dire, hein, qui tendent à faire croire, même si ce n'est pas le cas. Moi, je dis que tant que le RHDP n'a pas encore désigné de candidat, moi, je ne dirais pas que Téné Birahima est le candidat du RHDP en 2030. Mais je me dis qu'il y a quand même certains pas qui peuvent quand même inquiéter. Moi, je comprends ça. Par exemple, quand, en passant, hein, quand on dit, par exemple, qu'en 2023, je me souviens très bien que le RHDP, le président Alassane Ouattara avait décidé qu'au sein du RHDP, les cadres du RHDP ne créent pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement de soutien au cadre du RHDP. Et que ces mouvements de soutien-là tendaient vraiment à disperser un peu les forces au sein du parti. Mais on se souvient que pendant les législatives à Bobo, il y a un mouvement qui est né et qui soutient Téné Birahima Ouattara, les volontaires pour TBO. Ça, c'est un mouvement de soutien à tout TBO. Alors, TBO, c'est un cas du RHDP. Vous pensez qu'il y a des privilèges qui sont faits à l'endroit du ministre, du vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara? Ça va ressembler un peu à ça, parce que je me dis que l'exemple que je vous donne là, c'est un exemple palpable. On a vu le lancement de ce mouvement-là à la mairie d'Abobo, où il y avait un monde fou. Et puis après, ce mouvement-là a été l'un des socles sur lesquels vraiment il s'est basé dans la campagne des législatives à Bobo. Donc je me dis que déjà ça, c'est je veux dire, quelque chose qui est autorisé à un cas du RHDP, alors qu'aux autres cadres, on ne le permet pas. C'est un constat que moi j'ai fait. Maintenant, le vice-premier ministre, c'est vrai que quand on est vice-premier ministre, on est quand même premier ministre, même si on n'est pas le premier ministre principal, on est le premier ministre. Mais quand on voit un peu les prérogatives qui lui sont attribuées, hein, il est chargé de restituer les forces armées du Côte d'Ivoire et en faire une armée attachée aux valeurs républicaines. Normalement, ça, c'est des rôles qui reviennent et au chef de l'État, mais en même temps au Premier ministre. Plein, normalement,
qui est Begelmambé. Mais quand on confie cela à Téné Birahima Ouattara, c'est vrai qu'il était ministre de la Défense, puisqu'il est Premier ministre de la Défense. Donc, on peut dire que, bon, comme il est ministre de la Défense, bon, c'est normal qu'il s'en occupe. Mais je pense que c'est des prérogatives quand même qui sont quand même très fortes. Pour vous, ces prérogatives sont démonstratives d'une volonté du président Ouattara de lui passer la main. Ça montre, non, pas lui passer la main, mais ça montre que effectivement, quand le confrère il titre vraiment une montée en puissance, ça veut dire que le vice-premier ministre aura une certaine maîtrise de l'armée, une mainmise sur l'armée. Quand on lit qu'il est chargé il aura une autorité directe sur la gestion des forces armées. Une autorité directe sur la gestion des forces armées. Ça. Quand on lit, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est l'homme qui aura la même mise à la limite sur l'armée. C'est, comme le dirait l'autre, c'est un chef d'établissement à la limite. Voilà. Alors, est-ce que, à votre avis, de votre analyse, si le président Alassane Ouattara avait bien sûr passé la main au vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara en 2030, est-ce qu'il y a des raisons qui pourraient l'en dissuader? Bon, déjà, il faut nuancer quelques éléments qui ont été évoqués par mon confrère tout à l'heure dans son intervention. Et il évoquait tantôt que lors des législatives à Bobo, il y a un mouvement qui a été mis en place volontaire pour Téné Birahima Ouattara. Mais c'est tout à fait logique. Nous sommes dans le cadre d'une élection locale. C'est une élection législative. Et donc, le candidat Téné Birahima Ouattara tente de se démarquer par rapport aux autres candidats d'Abobo. Mais ce n'est pas une tentative de se démarquer par rapport à un quelconque autre cadre au sein du RHDP. On a bien dit les volontaires. Et si vous m'aviez dit que c'était par exemple dans le cadre du RHDP, globalement parlant, uniquement et exclusivement, je serais d'accord avec vous. Mais vous me parlez des élections législatives à Bobo. C'est tout naturellement une stratégie politique précise et qui est destinée à le faire gagner, le rendre victorieux dans un contexte précis. Je viens. Vous me laissez venir. Qui est destiné à le faire gagner dans le cadre d'une élection locale. C'est comme si vous allez à Mans, vous avez des candidats. Un candidat, vous aurez des volontaires pour un tel autre candidat ou bien un tel autre candidat. À Korogo également, des volontaires pour un tel autre candidat. Donc c'est une stratégie purement politique locale et bien précise, circonscrite dans le temps. Sauf que c'est un mouvement qui est appelé à grandir puisque... vous êtes en train de faire un procès d'intention et des projections. Je ne dis pas. Je dis que ceux qui ont lancé le mouvement, ils l'ont dit clairement. Ils ont dit que d'abord le mouvement a été lancé à Bobo, mais qu'il y aurait des sections qui seraient implantées à travers le pays. Ça veut dire que c'est un mouvement qui est né pour grandir. Monsieur, je n'ai pas écouté. Monsieur, je vais vous ramener à la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons qui existent qui pourraient pousser le président Ouattara à renoncer au fait de passer la main à Téné Birahima Ouattara si jamais il en a envie pour 2030? Est-ce qu'il y a des raisons qui existent? Est-ce qu'il pourrait avoir peur d'un rejet populaire, d'un précédent politique ou encore de fissures au sein même du pouvoir? Je ne pense pas que le mot peur puisse trouver sa place dans le vocabulaire du président Alassane Ouattara. Je ne pense pas. Avec tout ce qu'il nous a démontré jusque-là, je ne pense pas. Mais toujours est-il que le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara demeure un cadre du RHDP. Et donc, naturellement, si éventuellement on devrait choisir le candidat ou bien une personne à positionner pour les futures échéances, ça sera au sein du RHDP. Mais je ne pense pas qu'il y ait des éléments actuellement qui pourraient peut-être dissuader le chef de l'État de porter son choix. D'autant plus que c'est un cadre comme tous les autres. Donc, à partir de cet instant, il est libre de porter son choix sur lui comme tout autre au sein du RHDP. Mais je ne pense pas, pour le président de la République que j'ai pu observer jusque-là, je ne pense pas que des éléments de quelque nature puissent le dissuader ou lui donner une certaine peur de positionner M. Téné Birahima Ouattara. D'autres, si à partir du moment où il remplit les conditions et qu'il a les compétences de le faire. Voilà. Vous Non, moi je pense que le président, il va... Déjà, même le fait qu'il nomme Téné Birahima Ouattara comme vice-premier ministre, il aurait pu le mettre directement en premier ministre, puisque quand on voit un peu ses prérogatives, il est carrément un premier ministre plein, à la limite. Voilà. Donc, le président Alassane Ouattara, moi, je pense qu'au contraire de ce qu'il dit, le président Alassane Ouattara, il hésite. Il s'est hésité. C'est pourquoi il a peur de quoi, selon vous? Oui, c'est pourquoi il a eu un peu peur de mettre directement Téné Birahima Ouattara
Premier ministre direct, mais je pense que ça va venir avec le temps, puisque maintenant que la pluie est passée, donc normalement, il doit pouvoir le mettre Premier ministre direct. Mais en même temps, quand tu demandes tout à l'heure, ce qui pourrait l'empêcher de lui laisser, je veux dire, faire de lui son successeur. S'il en a vraiment envie. Moi, je pense que déjà, l'expression succession dynastique peut le faire reculer un peu. On dira que, attention, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a laissé le pouvoir à son petit frère. L'image n'est pas bonne, voilà, tout de suite. Mais en même temps, moi, si vous me demandez mon avis, moi je vous dis que moi je m'en fous que le président Alassane Ouattara il parte et qu'il laisse son petit frère ou même sa tante pour pouvoir. L'essentiel est que la Côte d'Ivoire est un dirigeant qui fera mieux que lui. Merci. Fera mieux que le président Alassane Ouattara. En tout cas, c'est le rêve de tous les Ivoiriens. Faire en sorte que celui qui vient après Ouattara fasse mieux que lui. Fut-il son petit frère, fut-il son fils, fut-il sa soeur, sa cousine, peu importe. Mais après, et le faisant, la Côte d'Ivoire pourrait être, comment dire ça, être un modèle, je veux dire, un exemple mondial. On dirait que voilà un pays en Afrique où le président il est parti, il a laissé son petit frère et son petit frère a fait mieux que lui. Mais en même temps, l'image qui ne serait pas bonne, c'est que ce serait une situation dynastique. Voilà. Et pendant que le débat enfle, messieurs, le journal Le Canard déchaîné enfonce le clou. Dans son édition du vendredi 10 avril 2026, le ton est sans appel. On peut le voir à l'écran. Mambé, désormais abonné, a inauguré le foire. Tout pour Téné Birahima, rien pour le prédicateur de Sangon. Une formule choc qui fait écho à une autre publication du même journal. Quelques jours plus tôt, Téné Birahima éclipse Begré Mambé. Alors la question que je veux poser à l'issue de ces deux titres, c'est bien sûr, est-ce qu'on assiste à un effacement progressif du Premier ministre Téné Birahima, du Premier ministre Begré Mambé dans la course à la succession? Non, moi je pense que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été, comme je le disais tout à l'heure, a voulu y aller vraiment étape à étape. Parce que sinon, ce qu'on vient de voir et les prérogatives que le Premier ministre, le vice-premier ministre a aujourd'hui, c'est à la limite un Premier ministre plein. Voilà. C'est à la limite un Premier ministre plein. Il va être là quand le Premier ministre ne sera pas là. Il va le représenter à des activités quand il ne sera pas là. Bon, à la limite, c'est ça. Donc il y a un effacement progressif du Premier ministre Begré Mambé dans la course. Moi, je ne vois pas Begré Mambé être Premier ministre en Côte d'Ivoire au-delà des municipales de 2028. Moi, je vous dis ça clairement, je ne le vois pas parce que je me dis que d'ici à 2028 même, beaucoup de choses se seraient déjà passées. Et Téné Birahima peut-être serait devenu déjà Premier ministre plein. Voilà. Moi, je dis que je n'ai aucun problème avec le fait que le Premier ministre Birahima, enfin le vice-premier ministre, devienne un Premier ministre plein. Et que peut-être demain, il soit le successeur du président Alassane Ouattara. Pourvu que ce qu'il va faire à la suite, voilà, qu'il fasse plus que son grand frère. Voilà. Après, la Côte d'Ivoire, comme je le dis, pourrait donner l'image enfin, un exemple à la limite de démocratie où un grand frère part et il laisse son petit frère et qui fait mieux que lui. C'est notre souhait à nous tous. Alors, au fond, Chiffon, la vraie question, c'est peut-être aussi de savoir si Téné Birahima est en train de s'imposer comme le véritable successeur naturel du président Ouattara, ou pensez-vous qu'il est un peu trop tôt d'affirmer cela? Mais bon, tout à l'heure, vous avez parlé de peut-être course à la succession du président de la République entre le Premier ministre Begré Mambé et le vice-premier ministre. Encore faut-il qu'il y ait course à la succession. Je ne pense pas que les deux personnalités soient vraiment inscrites dans ce scénario de relations administrativement parlant actuellement. Moi, j'analyse vraiment sur le volet administratif. Je pense qu'ils demeureront chacun dans les prérogatives qui sont du ressort de leur fonction et telles que définies par le décret, chacun exercera dans les strictes prérogatives. Mais je ne pense pas, peut-être dira-t-on que politiquement en Côte d'Ivoire, oui, tout naturellement, en termes d'aura, on sait que le vice-premier ministre Téné Birahima naturellement a un aura un peu plus considérable par rapport au premier ministre Begré Mambé. Voilà, mais je ne pense pas vraiment que ça puisse en conduire à un éclatement progressif du Premier ministre Begré Mambé. Non, pas du tout. Mais voilà. dès lors que le Premier ministre Téné Birahima Ouattara sera à toute la cérémonie d'hommage
La preuve en est que le week-end prochain, il sera à Beauville et samedi de Ramé pour présider à la limite la cérémonie d'hommage au chef de l'État. Il y a de cela quelques semaines, il était à Boisseau, où il a représenté un peu, je veux dire, la région du Kélogo. Mais à la limite, c'est l'image de l'homme, Téné Birahima Ouattara, qui est mis en avant. Ça veut dire qu'en réalité, Téné Birahima Ouattara, aujourd'hui, tout est fait pour qu'il soit... Non, il s'impose comme le successeur naturel. C'est pas trop tôt de dire qu'il est le successeur naturel de Non, à ce niveau-là, je pense que c'est le travail qui a été fait. Le travail qui a été fait pour que l'image soit positionnée. Parce qu'à un moment donné, on sait que ce qui est fait aujourd'hui, c'est ce qui a été fait avec Amadou Coulibaly. Le premier ministre Amadou Coulibaly, à un moment donné, le chef de l'État ne partait nulle part. C'est Amadou Coulibaly qui allait inaugurer, qui allait lancer des travaux, je crois, en 2020, dans l'Ouest, dans le Cavali, où l'axe, comment ça s'appelle, la grande voie qui va jusqu'à la frontière, jusqu'à tout le bleu, les travaux ont été lancés, les travaux de bitumage ont été lancés. C'est Amadou Coulibaly qui allait faire les poses des premières pierres. D'accord. Donc, je pense que c'est le schéma dans lequel on entre aujourd'hui avec Téné Birahima Ouattara, qui va parrainer tous les travaux, tous les chantiers, pas les chantiers, toutes les activités, les grandes activités là où on le verra vraiment. Voilà. Et après, clopin, progressivement, on va mettre sur les teignoirs le premier ministre Bekele Mambé. C'est le film qui se dessine et qui est là. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Maintenant, est-ce qu'il sera le candidat du RADP en 2030? Je pense que le temps nous le dira, mais pour le moment, le travail est fait pour. Mais s'il y a une chose qui est évidente, c'est que le président de la République le président de la République est habitué à se prendre. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, il nous l'a démontré. À chaque moment où on lui a fait des procès d'intention, il est sorti, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous m'excusez du terme, il est sorti dans le dos. Il est toujours allé à contre-courant de tout ce qu'on lui a prêté comme des intentions. Et ne soyez pas étonnés que le chef de l'État fasse la surprise de proposer quelqu'un d'autre que le vice-premier ministre Téné Birahima. Mais toujours est-il que ça reste dans le futur. D'accord. C'est pas évident que quelqu'un d'autre soit. Messieurs, on va boucler avec ce premier sujet et on va marquer une courte pause. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer le deuxième sujet de cette émission. Et là, on parlera du PDCI RDA qui fête en cette année ses 80 ans d'existence. C'est juste après cette petite pause. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allions, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les Entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand Tidi Blé Goudé, on commence à l'insulter. Tidi Gbagbo, on l'insulte ici. Simon, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. De retour en plateau pour la suite de cette émission hebdomadaire, la revue de presse grand format pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Messieurs, on va à présent s'intéresser au deuxième sujet de cette émission. Le PDCI RDA a officiellement lancé ce jeudi 9 avril 2026 à son siège à Cocody
Les festivités marquant ses 80 ans d'existence, un moment symbolique pour le plus vieux parti politique du Côte d'Ivoire, mais aussi un moment de réflexion et de vérité. Depuis la France, son président Tidjane Thiam s'est adressé aux militants par visioconférence. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention avant d'en faire le décryptage à la lumière des unes de la presse ivoirienne. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli la décision du président de la République de se faire représenter à cette importante cérémonie dans l'histoire de notre pays. C'est un geste qui honore notre parti et nous lui en sommes reconnaissants. C'est un geste qui ne peut que contribuer à améliorer le climat politique dans notre pays. Je prie ces représentants de lui transmettre l'expression de notre profonde reconnaissance, de celle de notre parti et de celle de nos militants, et je vous demande à tous de lui rendre ce matin un hommage appuyé et mérité. À 80 ans, le parti, notre parti, peut dire qu'il a fait la preuve définitive qu'il est là pour durer. 80 ans pour un être humain, c'est le 4e âge, le commencement de la fin. Pour une institution, c'est tout le contraire, c'est l'âge de la maturité. Vous verrez avec quelle énergie et quel faste les États-Unis d'Amérique célébreront dans 3 mois, le 4 juillet, leurs 250 ans. Nous devons faire de même pour nos 80 ans. Pourquoi ? Parce que la vie des institutions ne s'arrête pas à 80 ans. C'est au contraire le moment où elles peuvent poursuivre et consolider leur œuvre. Plus que jamais, nous avons un pays à développer, une jeunesse à former, des valeurs profondément humanistes à promouvoir. Messieurs, nous venons d'écouter Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Son intervention n'a pas laissé les rédactions indifférentes. Le Jour Plus parle d'un ton conciliant. Thiam met de l'eau dans son vin, évoquant même des mots doux à l'égard d'Alassane Ouattara, président de la République, et des appels à son retour sécurisé à Abidjan. Même tonalité du côté du journal Le Mandat qui va plus loin en affirmant le PDCI se dégonfle et puis le bélier tranche. Tidjane Thiam joue la carte de la réconciliation. Alors, Kofo Jean-Hubert, qu'est-ce qui concrètement dans ce discours prononcé par Tidjane Thiam pourrait conduire à affirmer qu'il joue la carte de la réconciliation? Mais il suffit seulement d'écouter les éloges qu'il a fait à l'endroit du chef de l'État et de RHDP. Quand vous suivez le discours de Tidjane Thiam, quand il a fini de dire merci aux partis politiques qui sont venus, il a passé beaucoup plus de temps à se réjouir de la présence du RHDP, qui représentait le chef de l'État, plutôt que d'autres. Aujourd'hui, Tidjane Thiam, moi je dis, il a vraiment mis de l'eau dans son vin. Parce que, si tu te souviens bien, Kone Khalil, moi j'avais dit ici que le fait que le PDCI RDA cherchait à s'allier au RHDP, au PPACI, allait durcir sa manière de faire la politique en Côte d'Ivoire et allait dresser le parti contre le pouvoir en place. C'est ce qu'on a vu. On a vu le PDCI RDA, un PDCI RDA qui a été obligé, poussé même à la limite, à aller organiser des manifestations alors que l'élection se déroulait en 2025, dans les rues, un peu partout, barrer des routes ici et là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné au PDCI RDA? Rien du tout. Tidjane Thiam vient de le comprendre. Il a compris que la meilleure manière de faire la politique, c'est d'être dans son pays. Il est allé en exil de lui-même. Personne ne l'a chassé. Je ne pense pas que la police soit allée sur lui pour essayer de l'arrêter, qu'il a fui. Non. Il a décidé un matin d'aller en France et il n'est plus revenu. Et depuis là-bas, il essaie de guider son parti, mais il se rend compte que le parti est en train d'être bousculé par des crises internes parce qu'il n'est pas là. Comment faire pour revenir au pays? C'est le discours qui est là. D'abord, saluer le fait que le chef de l'État se soit fait représenter par le RADP. Et puis à la fin, dans le discours de Chrysostome, qui parlait au nom des cadres du parti, a demandé à ce que les conditions soient réunies pour que le président revienne. Moi, je dis que ça, le PDCI est en train de redevenir le PDCI qu'on connaît. Ce parti de dialogue qui prône la paix et qui
on a habitué à ce PDCI-là qui n'a pas l'habitude d'aller au front. On le dit toujours bien que le PDCI, c'est un parti politique de salon. À la limite, c'est ça. Ce parti politique a intérêt de revenir, et le PDCI RDA, et je pense que c'est à saluer. Alors, Chivrol, est-ce que on peut constater à travers ce discours du président Ouattara et même à travers le discours prononcé par Chrysostome, qui a clairement appelé le pouvoir à réunir les conditions de sécurité pour que Tidjane Thiam puisse entrer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut parler d'un aveu de faiblesse politique ou est-ce que c'est un repositionnement stratégique? Non, si vraiment on veut la paix en Côte d'Ivoire, on ne devrait pas interpréter cela comme un aveu de faiblesse. Et d'ailleurs, il faut saluer le discours très apaisant du président Tidjane Thiam. Et je pense personnellement que c'est une marque de courtoisie réciproque, d'autant plus que il est vrai que plusieurs partis politiques se sont fait représenter à cette cérémonie, parmi lesquels le RHDP. Mais le RHDP n'est pas n'importe quel parti politique. Le RHDP est le parti au pouvoir contre lequel le PDCI s'est confronté pendant plusieurs mois. Et donc, voir que au-delà de toutes ces confrontations, au-delà de toute cette fronde, que le président de la République a bien voulu déléguer une forte délégation, une très forte délégation, il faut le signifier, parce que ce n'est pas n'importe quelle délégation, constituée du ministre gouverneur Cissé Bakongo, et qui est secrétaire exécutif du RHDP. Naturellement, c'est une très forte délégation venir témoigner cette solidarité autour de la mémoire du PDCI RDA, mais il faut l'évoquer, autour de la mémoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, faut-il le rappeler, le PDCI RDA a une histoire qui est intimement liée à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, le PDCI RDA, c'est ce parti-là, ce mouvement qui a mené la lutte pour l'émancipation, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et donc, à partir de cet instant, moi, très personnellement, je pense que le président Tidjane Thiam est inscrit dans une dynamique d'apaisement progressif de la sphère politique et surtout de normalisation des relations entre son parti et le RHDP. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait mener la politique. Voir tous ces grands partis se rassembler autour du PDCI RDA, célébrer la mémoire historique, au-delà des confrontations, au-delà des contradictions. Voilà la vraie Côte d'Ivoire que nous recherchons. Alors, pendant ce temps, d'autres médias s'interrogent avec beaucoup plus de gravité, notamment Abidjan 24. On va voir ce que le journal a mis à sa une. Le PDCI RDA a célébré ses 80 ans hier, la fête de l'espoir ou du désespoir. Kofo Jean-Hubert, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Non, mais faites du désespoir, pourquoi? Non, je pense que la division... Peut-être que pour masquer un peu, on va dire, des fragilités politiques au sein du parti. Non, je pense que la division du PDCI ont compris que le pas de faire avec le pouvoir en place ne faisait pas leur affaire. Et la preuve en est que le PPACI n'était même pas à l'activité. Pourquoi? Parce que le PPACI n'a pas reçu d'invitation. C'est ça qui est vrai. Parce que hier, quand on a appelé le PPACI et qu'on a pu avoir Savané, qui est le directeur de communication du PPACI, il a dit que le PDCI RDA ne lui a pas donné d'invitation. C'est vrai que les services du PDCI nous ont appelés pour demander s'il serait là. Enfin, mais on a pu voir aussi un courrier du PDCI RDA sur la toile, un courrier d'invitation clairement adressé au PPACI. Finalement, on s'interroge qui dit la vérité entre le PPACI et le PDCI RDA. Mais un courrier qui ne serait même pas, serait pas arrivé au sein du PPACI. Parce que le PPACI, bon, je suis membre du PPACI, est-ce que c'est le PPACI qui n'a pas voulu y aller? Mais là, ça ressemble carrément à une rupture. Une rupture, deux alliés qui aujourd'hui ne se fréquentent plus à la limite. Voilà, ça ressemble à ça. Et moi, je dis que sur la base du discours que Tidjane Thiam il a tenu, ça me rappelle automatiquement ce qu'il avait dit dans l'une de ses vidéos depuis l'extérieur, où il disait que dans une de ses sorties, il était très énervé, où il lançait que, mais si le président Ouattara lui avait dit qu'il allait être candidat, lui, il ne serait pas candidat. On se souvient de ça, de ce système-là. Ça ressemble à ça. Ça veut dire qu'il sent que, enfin, c'est une manière de revenir un peu dans les du grand frère. Ça ressemble à quelque chose du genre, un monsieur qui a beaucoup de respect pour le chef de l'État, Alassane Ouattara.
beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour lui, et qui a envie de revenir dans ses grâces, ça ressemble à ça. Et je pense que moi, c'est comme ça que moi je lutte au discours d'hier. Mais au-delà, moi, je voudrais vous rassurer. Moi, j'ai suivi toute la rhétorique du président Tidjane Thiam de son retour depuis qu'il a quitté l'Occident pour revenir en Côte d'Ivoire, s'investir en politique. J'ai écouté une rhétorique qui a été fondamentalement admirative vis-à-vis du président de la République. C'est quelqu'un qui vraiment admire le président de la République. Et dans tous ses discours, bien avant la présidentielle, où il fallait naturellement s'inscrire dans un scénario et dans un rôle pour la conquête du pouvoir, je pense que c'est quelqu'un qui a été toujours pris d'admiration pour le chef de l'État. Parfois aussi, il allait sans gants. Hein? Oui, bon, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on était dans un scénario et chacun devait jouer un rôle. Donc je pense que c'est ce rôle certainement. Mais comme vous l'avez dit, je pense que les gens ne vont pas le reconnaître, ils ne vont pas le dire aux gens, mais les réunions, certainement, souterraines qui ont lieu au sein du PDCRDA, ils vont se dire les vérités pour se dire, ah, les gars, vraiment, sincèrement, revenons à la réalité des choses. Il est important d'apaiser la ligne entre nous et le parti au pouvoir pour faire en sorte de faciliter le processus de reconquête du pouvoir, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, moi, je me pose une question, je me demande ce que le PDCRDA gagnerait à revenir vraiment dans une, pas forcément une alliance, mais dans une camaraderie politique avec le RHDP. Attention, le RHDP, c'est un peu comme le fromager de la forêt. Hein? Tout abus qui se frotte au fromager laisse des écorces. C'est clair. Donc, si le PDCRDA aujourd'hui, moi personnellement, je suis admiratif du fait que depuis que Tidjane Thiam est là, à la tête du PDCRDA, il n'y a pas encore eu de gros départ. Hein? Et comme on l'avait constaté avec Henri Konan Bédié au moment où il sortait du RHDP, avec les partis Kachi et tous ceux-là qui sont partis, le décès du Fobani qui a créé le PDCRDA, qui a créé le RDR, cette scission-là, depuis que Tidjane Thiam est là, on n'a pas encore assisté à ça. C'est vrai qu'il y a des petits bisbilles entre les cadres ici et là, mais on n'a pas encore eu de gros départ au sein du parti. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si le PDCRDA vient, je veux dire, dans une sorte de camaraderie politique avec le RHDP, comment ça va se passer le jour où cette camaraderie va prendre fin? Est-ce que beaucoup de cadres du PDCRDA ne se verraient pas en train de rester au RHDP? Mais n'allons pas vite en besoin. Moi, c'est la question que moi je me pose. Je me dis que, attention, Tidjane Thiam, c'est bien vrai, il faut peut-être jouer la carte de l'apaisement avec le RHDP, certainement pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais après, il ne faut pas que cette camaraderie soit trop doudou. Alors, s'il vous plaît, pour éviter que demain... S'il vous plaît, qu'auriez-vous voulu à la place du président Tidjane Thiam qu'il passe sous éclipse la présence d'un si grand parti, le RHDP? Non, pas du tout. Je pense que le président... Parlons de la présidente du RHDP qui était représentée à travers une délégation conduite par le secrétaire exécutif du parti, c'est Ibrahima Bakongo. On va voir ça en image et puis on revient. Alors, monsieur, comment on peut, de manière pratique, interpréter cette présence du RHDP? Est-ce que c'est une main tendue? Est-ce que c'est un calcul politique? Ou est-ce un geste républicain? En politique, rien n'est anodin. En politique, rien n'est anodin. Moi, je vois derrière ce geste-là, en fait, des gestes politiques calculés, à la limite. Le PDCRDA veut le retour de son cadre, de son président, autant pour moi, pour essayer de relancer sa machine politique. Et le RHDP veut, avec lui, une grosse machine politique nationale avec qui il peut continuer à dominer la scène politique. Moi, voilà moi ce que moi je vois dans cette affaire-là. Ça sera que quand à la fin de l'activité, les journalistes interrogent Cissé Bakongo,
qui est le secrétaire exécutif du RADP, lui, il est content parce que c'est son parti qui est au pouvoir d'abord, et en plus, c'est son parti qui, à la limite, ça sort bien, puisque le président du PDCI-RDA a passé son temps c'est pas mauvais, mais a passé son temps à chanter le solo du président de la République, qui est le président du RADP, pour cette fête représentée. Et donc, le RADP sort de là vraiment ragaillardi, repart vraiment le vent en poupe. Écoutez, on nous a chanté pendant tout le temps, voilà. Et le PDCI-RDA se dit que bon, peut-être que notre message est passé parce qu'on a passé le temps à chanter leur éloge. Certainement que le message est passé et que M. Bakongo va faire le point au président de la République qui va créer les conditions pour que notre leader rentre. Mais derrière ça, j'ai bien peur que après, il n'y ait pas de déception derrière. Parce que le RADP, c'est vrai, souhaite se rapprocher du PDCI-RDA. Mais est-ce que c'est pour qu'un Tidjane Thiam revienne en Côte d'Ivoire et que ce Tidjane Thiam soit politiquement fort? C'est ça. Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Et après, est-ce que le RADP pourra permettre que Tidjane Thiam, par exemple, organise de grandes activités, par exemple? On se souvient que même aujourd'hui, il y a un procès qui a été intenté contre lui, contre le PDCI-RDA, pour demander la dissolution, avec le départ de Tidjane Thiam et tout ça par des militants du PDCI-RDA. C'est pour dire que c'est vrai. Ils se sont vus à cette activité, mais chacun y est allé de ses calculs. D'accord. Allez-y. Bon, moi, personnellement, j'ai vu une atmosphère détendue entre des personnalités politiques qui, certes, appartiennent à des partis politiques différents, mais qui se taquinent, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une très belle image pour la jeunesse ivoirienne. C'est une très belle image de voir que toutes ces personnalités-là qui, il y a quelques jours, quelques semaines de cela, on a vu, étaient foncièrement opposés sur les plateaux de télévision, se sont même lancés à la limite des invectives sur les plateaux de télévision, se retrouver ainsi, discuter, échanger, rigoler. Ça prouve que la politique, au-delà de la politique, il y a les relations personnelles. Il y a la fraternité qu'il faut privilégier. Il y a la Côte d'Ivoire surtout qu'il faut préserver. C'est une très belle image qui, moi, personnellement, me plaît. Alors, monsieur, continuons ce sujet avec le journal Le Matin qui évoque un anniversaire crépusculaire et parle même d'un coup de grâce porté par Thiam à l'héritage d'Henri Konan Bédié. À l'opposé, le nouveau réveil affiche à sa une du vendredi 10 avril 2026 PDCI-RDA, immortel et conquérant, de lectures différentes, comme on peut le constater d'un même événement. Alors, question, est-ce que le PDCI-RDA, aujourd'hui, a les moyens politiques, électoraux et stratégiques pour reconquérir le pouvoir après l'avoir perdu en 1999 à la suite d'un coup d'État? Vraiment, je pense que le PDCI-RDA aujourd'hui, bon, peut-être qu'on me balancera les chiffres des législatives où les chiffres sont carrément en baisse, mais c'est justement ça, c'est le constat qu'on fait. Les chiffres, sinon la part du gâteau du politique du PDCI-RDA est en train de fondre. Donc, moi, je dis que c'est tout ça aussi qui pousse Tidjane Thiam à peut-être tenir ce langage-là pour peut-être rentrer en Côte d'Ivoire et remobiliser ces gars pour essayer d'aller à l'assaut des élections à venir. Voilà. Mais je pense que le PDCI-RDA aujourd'hui, comme lui-même il a dit, 80 ans, c'est l'âge qui montre que le parti, un parti politique est prêt, en tout cas est né pour vivre longtemps. On espère que le PDCI va se monter cette étape-là et avancer. D'accord. Allez-y. Bon, ça, ce qu'on a vu là, je pense que les gros titres des journaux, c'est du narratif politique. On y est habitué. Chacun interprète comme il peut, comme il veut, les scènes politiques, voilà. Mais est-ce que vous pensez que le PDCI a les moyens justement pour reconquérir le pouvoir? La véritable question actuellement, comme vous l'évoquiez tantôt, lorsqu'on analyse les résultats des dernières législatives, on se rend compte vraiment que le PDCI est en perte de vitesse, naturellement, et fortement mis en minorité à l'Assemblée nationale. En l'état actuel des choses, ce qu'il conviendrait, ce serait vraiment une stratégie réaliste. Une stratégie réaliste qui consisterait à analyser les choses telles qu'il se doit pour prendre les bonnes décisions fondées sur la raison et non l'émotion. Je pense que si le PDCI s'inscrit dans cette dynamique-là, il est possible qu'il puisse s'offrir les moyens, pourquoi pas peut-être de revenir au pouvoir. Mais bon, verra-t-on.
Après, on sait que ici et là, c'est le taux d'attention à la présidentielle est brandi. On estime que le RHDP, les conditions dans lesquelles il y a eu l'élection, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont abstenus et que si ceux-là avaient voté, peut-être que les choses auraient basculé en faveur de l'opposition. Tout ça, c'est des suppositions. Mais on attend que le PCRDA et le PPACI aussi vraiment se mettent vraiment dans les normes pour pouvoir vraiment participer à une élection où on verra vraiment toutes les grandes parties ensemble dans l'élection. Vous avez parlé du PPACI, c'est une belle perche que vous m'étendez. Nous allons en profiter pour évoquer le troisième sujet, le dernier sujet de cette émission. PPACI, discipline interne ou fracture ouverte. Awad Domelo, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, ainsi que 14 de ses proches ayant soutenu sa démarche politique ont été entendus par le conseil de discipline du PPACI le mercredi 8 avril 2026. Cette audition fait suite à une plainte du président exécutif du parti, Sébastien Danon Djedje. Les mis en cause sont accusés d'avoir désobéi aux résolutions du comité central du 9 mars 2024 et de la convention du 10 mai 2025 qui avait désigné Laurent Gbagbo comme candidat officiel du parti à la présidentielle. Une affaire qui met en lumière des tensions internes de plus en plus visibles au sein du parti, le PPACI. D'ailleurs, le journal Aujourd'hui, dans son édition du jeudi 9 avril 2026, pose clairement la question: PPACI, discipline ou fracture ouverte? Domelo et ses proches face au verdict définitif. Chiffon, quel est votre avis sur cette question? Discipline ou fracture ouverte? Écoutez, moi je suis vraiment partisan de la discipline au sein des partis politiques. C'est très important. Voilà. Quand vous décidez de faire partie d'un parti politique, il est tout naturel qu'il faut se plier aux décisions et à la ligne directive. Donc, quand vous décidez de faire cavalier seul et d'aller au-delà des décisions qui sont prises par les instances, c'est tout naturel qu'il y ait des sanctions, naturellement. Et je pense que le PPACI n'aurait pu réagir autrement qu'en imposant des sanctions à ces différentes personnalités-là qui ont décidé de braver la ligne du parti. Mais, il faut mettre en bémol le fait qu'actuellement, le PPACI, je pense, au regard de la configuration de la scène politique, n'a pas vraiment tous les leviers en sa possession pour s'inscrire dans une dynamique répressive interne. Il devrait vraiment privilégier une dynamique qui va permettre de rassembler tout le pâturage politique interne sur un pâturage unique, de sorte à ce qu'il puisse vraiment se remobiliser. Mais en l'état actuel des choses, les sanctions, moi je suis pleinement d'accord avec les sanctions au sein de tous les partis politiques où il y a des sanctions. Oui, c'est tout normal qu'il faut sanctionner les dissidents, ceux qui décident de braver les décisions des partis politiques. Voilà, mais je veux simplement dire qu'en l'état actuel des choses, le PPACI gagnerait mieux à rassembler toutes ces troupes sur un pâturage unique. Non, moi je pense que c'est normal qu'on sanctionne, hein. C'est normal que Domelo et ses 14 compagnons qui l'ont accompagné dans cette aventure-là soient sanctionnés. Mais en même temps, derrière, ce que vous ne dites pas, c'est que dans la plainte de Sébastien Danon Djedje, il a dit que le fait que Domelo participe à l'élection présidentielle, il a crédibilisé la victoire du président Alassane Ouattara. Bon, moi, c'est là où je m'interroge, parce que je me dis, si la candidature de Laurent Gbagbo avait été maintenue, et que lui, il était candidat, il était battu par Alassane Ouattara, il aurait aussi légitimer le mandat du président Ouattara. Non, je pense que ce n'est pas un bon argument qui tient. C'est vrai, il faut les sanctionner, mais il y a certains arguments, par exemple, comme celui qui a été évoqué tout à l'heure, qui ne tient pas. En même temps, je pense que... Est-ce qu'il a commis une faute politique Awad Domelo? Est-ce qu'il n'a pas plutôt anticipé un débat qui jusque-là n'est pas encore évoqué au sein du parti? Non, mais là où lui aussi il a fauté, c'est qu'il a dit dans sa défense, quand il a été convoqué, qu'il a adressé un courrier au parti pour lui expliquer le fait que lui, il veut être candidat parce que le candidat choisi par la convention, justement, a été rejeté. Le président Laurent Gbagbo a été rejeté. Et qu'il n'a pas eu de retour
sur son courrier qu'il a déposé. Donc lui, il estimait qu'il faut aller défendre les couleurs du parti. Je pense que ça, politiquement, c'est une erreur. Puisque même au RADP, pour ce qui est des législatives, ceux qui n'ont pas choisi les candidats indépendants ont été sanctionnés au RADP. Donc je pense que normalement, voilà, c'est dans la logique qu'il soit sanctionné. Alors quand on voit ça, est-ce qu'on peut dire que le PPACI est vraiment prêt pour une alternance interne? Ou est-ce qu'il reste toujours structuré autour d'un leader? Non, moi je pense que le mal, il est commun aux formations politiques chez nous aussi. Même quand on parle de RADP, aujourd'hui on parlait tout à l'heure de Téné Ibrahima Ouattara, mais c'est pas officiel. C'est pas officiel pour dire que, bon, écoutez, le président Ouattara, il a dit, si demain il n'est plus là, c'est un tel qui sera le leader. Et voilà, c'est la même chose que le PPACI est en train de vivre aujourd'hui. Demain, aujourd'hui, on ne sait pas qui pourrait succéder à Laurent Gbagbo s'il n'est pas là. Le PPACI, moi je vous dis, aujourd'hui, si Laurent Gbagbo n'est pas là, le PPACI, c'est, à la limite, c'est, voilà, chacun va avec sa partie du PPACI. Voilà, donc je me dis que c'est un peu un mal qui gangrène nos formations politiques en Afrique, et c'est malheureux. Mais dans le contexte précis du PPACI, je pense qu'avant même d'évoquer la possibilité de se donner les moyens de reconquérir le pouvoir, encore faudra-t-il rassembler les pièces du puzzle au sein du PPACI. Il ne faut pas oublier que le PPACI est un nouveau parti politique fondé par une ancienne figure politique. Donc le PPACI est issu du FPI, de l'ancien FPI. Donc vous avez aujourd'hui un parti politique qui a été fondé sur la base d'une fracture politique. Donc, moi je pense que... Non, je viens. Encore faudra-t-il pour le PPACI, nous sommes dans le cas précis du PPACI, encore faudra-t-il pour le PPACI que de rassembler les pièces du puzzle. Et je pense que ce serait d'ailleurs la meilleure stratégie politique pour que le PPACI ait à adopter en l'état actuel des choses. Voilà. Sinon, évoquer la possibilité pour le PPACI de se redonner les moyens, il faut vraiment être réaliste. Voilà. D'accord, messieurs, on va s'arrêter là pour ce numéro de la revue de presse grand format. Merci beaucoup, Chifouane Idriss. Merci beaucoup, Kofo. Merci de nous avoir aidé à décortiquer l'actualité de cette semaine pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui va se passer probablement dans le jour, les semaines, les années à venir. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt sur les antennes de l'Intelligence TV pour un autre moment de la revue des presses grand format. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Portez-vous bien. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que mes invités.